Alors bienvenue dans cet espace où vous êtes là tous les deux ensemble. Nous nous sommes rencontrés de façon individuelle pour faire le point déjà un petit peu de ce qui se passait pour vous dans votre situation de famille. Attends, là, c'est le verre de Jean-Baptiste, là, je lui ai fait son plateau de petit déjeuner. Comment c'est le verre de Jean-Baptiste? Moi, oui, c'est le verre de Jean-Baptiste. Attends, t'en prends un, là, dans l'armoire, là, voilà, et puis tu es pas en train de me dire que tu amènes sachet. Jean-Baptiste m'a demandé un plateau, je lui prépare son plateau, voilà. Et pour moi, une là-dedans, fois j'ai pas qu'il a déjeuné non travaillé plus. cette nuit, et ben voilà, je vais lui porter son plateau. Mais moi, j'ai pas déjeuné non plus. Je vais pas continuer à gâter notre fils qui a 26 ans, quand même. Bah, écoute, si tu veux déjeuner, je dois ranger les là, le café il est là, les tasses sont là, tu te sers. Mais tu veux pas continuer à l'infantiliser comme ça. Pendant combien de temps tu fais ça? Écoute, dès que je Il va fais quelque jamais chose... quitter la maison, ça fait 2 ans qu'il dit qu'il va quitter la maison. Tu continues comme ça, il va jamais partir. Écoute, si t'as quelque chose à dire à Jean-Baptiste, tu vas lui dire. Hein? Moi, j'en ai assez que... Mais Jean-Baptiste, il ne me parle pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui continue tout le temps à le gâter. Il va jamais quitter la maison. Ben, t'as qu'à aller lui parler. Hein? T'as qu'à aller lui parler, parce que c'est facile de me le Jean-Baptiste dire. ne m'en parle pas. Voilà. Tu sais très bien, quoi. Oui, ben, c'est pas mon problème. Hein? Moi, j'en ai assez. Mais Je vais lui évidemment, porter si le tu le plateau. gâtes comme tu es en train de le gâter, Voilà. là, il va rester jusqu'à Mais la fin dès de que ses je jours, fais hein. quelque chose, tu me critiques. Dès que je fais quelque chose pour Jean-Baptiste, tu me critiques. Mais Y a parce rien que qui tu ne trouvera veux pas sa question. comprendre. Je veux pas comprendre. Dis que je suis nul pendant Un peu que tu bouché, viens, là, hein? quoi. Allez. Et puis j'ai eu l'occasion de vous expliquer un certain nombre de règles par rapport au déroulement de la médiation, comment ça allait se passer. Et là, c'est important pour moi de revalider quelque chose lorsque vous êtes ensemble par rapport à ces règles. Voilà, ces règles sont importantes pour vous donner toute la possibilité de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, ce qui est important pour vous. Ce lieu-là va être un espace où vous pourrez, je l'espère, dire vraiment ce qui se passe de profond, d'important, dire les messages que vous avez envie de passer à l'autre, avec l'espoir, dans ces conditions-là, de pouvoir être entendu. Voilà, c'est ça le but. À la fois être entendu et à la fois entendre. Voilà. Alors, dans ces règles-là, eh bien, une des règles importantes, c'est de commencer plutôt à parler vers moi de ce que vous avez à dire. Vous allez vous adresser à moi et je vais vous demander de, si possible, ne pas vous couper la parole. Voilà. Et en même temps, si ça se fait, dans le vivant de ce qui viendra, ben, je connais comment il faut faire pour vous aider. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Ok. La deuxième chose aussi, c'est, moi j'ai un engagement en tant que médiateur à la confidentialité. Donc, ce que je vais entendre ici ne sera pas divulgué. Quand bien même vous feriez une procédure par rapport à vos soucis, ce qui se passe ici est confidentiel. Voilà. Et puis, j'aurais envie de vous inviter aussi, au moins pendant tout le temps de la médiation, à ce que nous partagions reste confidentiel aussi entre vous. Parce que nous allons vivre des choses que les autres, sur lesquelles les autres ne sont pas témoins. Hein, donc, de plutôt le garder pour vous. Est-ce que ça vous paraît possible? Oui. Voilà. Hein. Et si par contre, vous voyez qu'il y a quelque chose d'important dont vous vous dites, ben, je voudrais absolument pouvoir en parler à mon fils, à ma fille, etc., eh bien, on se met d'accord sur cette chose importante que vous voudriez éventuellement communiquer dans la famille. Ça, c'est bien pour vous? Ok. Après, une chose très importante aussi, c'est que on va avoir un temps pour cette session-là, qui est un temps relativement court, on va dire, par rapport à la situation qui vous amène et que peut-être existe depuis un certain nombre d'années. Donc, on va pas régler toutes les problématiques juste dans cette session. Et c'est important que vous le sachiez, la médiation c'est un processus, c'est un cheminement. Hein, et donc, on va faire une première session, et puis derrière, il y aura d'autres sessions sur lesquelles on va se mettre d'accord. Et on va dire que peut-être, on va asseoir cet ensemble dans un délai de 3 mois. Puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur de ça, au niveau de votre évolution. Est-ce que ça vous va? Ça vous va aussi? Ok, très bien. Voilà. Je suis en train d'essayer de voir s'il y a des choses autres importantes que j'ai pu vous partager et que j'aimerais... Alors oui, peut-être encore une autre chose importante, c'est que je vous ai bien expliqué que je ne prends pas parti
ni pour l'un, ni pour l'autre, voilà. Et que si à un moment donné, vous aviez une crainte ou une sensation que je prends parti, je vous invite à le dire immédiatement, de dire, j'ai l'impression, madame, que vous prenez parti pour ma femme, pour mon mari, etc. Voilà, je vous invite à l'exprimer. En tout cas, je vous invite de toute façon à exprimer toutes vos inquiétudes qui vous donneraient pas la confiance de continuer à cette médiation. Voilà. Et bon, ça fait partie de la médiation. Ok? Ça va pour vous aussi? Ok. Alors, dans ce que je vais vous poser comme question, là, pour démarrer, eh bien, je sais qu'il y a un certain nombre de problématiques et je vais vous demander de voir qu'est-ce qui serait important pour vous de partager aujourd'hui. Sur quel sujet vous voulez parler aujourd'hui? Puisqu'on va cibler, hein, et on va cibler les différentes choses qui sont importantes pour vous. Voilà. Donc, madame, je vais vous demander quel sujet, à partir de quel sujet vous voulez parler aujourd'hui, quel message important vous avez envie de faire entendre à votre mari, et vous, monsieur, pareil, qu'est-ce qui est important pour vous, sur quel sujet vous avez envie de parler aujourd'hui. Voilà. Alors, lequel a envie de commencer? Moi, j'ai envie de commencer tout de suite et de répondre à votre question. Le sujet là que moi j'aimerais qu'on débatte beaucoup aujourd'hui, c'est notre fils Jean-Baptiste. Parce que c'est une source de conflit entre nous. On n'arrête pas de se disputer autour de notre fils. D'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord, voilà, sur comment ça se passe avec lui, quoi. D'accord. Bon, donc vous, le sujet qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est de débattre sur ce qui se passe autour de votre fils et comment cette vie autour de votre fils influe sur votre couple. Oui, c'est ça. parce que je pense que ça a des conséquences sur nous deux. D'accord. Ok. Très bien. Et pour vous, monsieur? Moi, c'est pareil. Je crois que je pense que j'ai au bout de quelque chose. Tu poses le truc et tu m'écoutes. Ok. Voilà. Voilà, je te remercie. Tu vois, ce qui s'est passé ce matin, moi je te dis, pour moi c'est la limite là. C'est pas la première fois que ça se passe. C'est au moins 4 ou 5 fois que ça se passe dans les 6 derniers mois. Et moi je paye le prix. Tu vois, je vais au restaurant, 200 personnes à servir, et moi franchement, je tire la gueule toute la journée. Tu vois, c'est bon ça? Et comment tu crois que j'ai passé ma journée, moi? T'as vu, tu rentres à quelle heure? T'as vu les dossiers que je suis en train de me taper? Mais Tu crois que j'ai passé une meilleure journée que toi? tu m'as traité dans la cuisine ce matin? Toujours Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Et tu m'accueilles, moi, ton mari, comme ça, dans la cuisine. Tu vois que c'est une façon de vivre ensemble. Tu vois, moi, je paye le prix toute la journée là, tu vois. Mon business, il est en train de s'écrouler. Moi, j'arrive plus à être sympa avec les clients. Je paye un prix vachement cher. Toi, c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Maintenant, il faut choisir. C'est lui ou c'est moi. Je te trouve minable, tu vois. Minable. C'est lui ou c'est moi. Là, j'ai envie de vomir quand je t'entends dire ça. Vomir. Tu Oui, entends? c'est tout ce que tu vas me dire là. Voilà. Oui, je trouve ça Oui. minable. Oui, c'est comme ça que j'ai compris ce que j'ai oui. dit. Oui, oui, c'est comme ça. Parce que c'est lui ou Oui. c'est moi. Hein, ça, c'est une solution, c'est lui ou c'est moi. T'es minable. Est-ce que tu en quand as je t'entends d'autres? dire ça, j'ai envie de vomir. Est-ce que toi, tu as une autre solution là? J'ai pas de solution. Et alors, on fait quoi là? Moi, j'en peux plus non plus. Je suis comme toi. C'est revenu sur le tapis plusieurs fois, et chaque fois qu'on en parle, ça se passe bien mal. Mais on colère l'un et l'autre, et puis voilà. Il n'y a pas moyen de s'entendre autour de ce sujet-là. Ça paraît très compliqué, et puis voilà, je ne sais pas comment faire avec ça, quoi. D'accord. C'est un Donc, sujet de priorité. d'accord. Bon, donc vous êtes en train de dire là que c'est aussi le sujet prioritaire, hein, et puis vous ajoutez que là, vous êtes comme dans un endroit au bout de quelque chose, et il faut pouvoir parler autour de ce sujet, parce que ça devient vraiment très important pour votre vie, pour ce que vous vivez, pour... Oui, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas en quoi ça m'implique, et à quel point c'est hyper troublant pour moi, et que voilà, à quel point j'ai juste envie de partir, quoi. Voilà. Donc vous êtes en train de dire hyper troublant, envie de partir, et besoin d'être compris dans exactement qu'est-ce que ça fait cette situation. Oui. D'accord. Alors je vais revenir à votre femme, et on va, j'ai les parodies, mais faire en sorte qu'à tour de rôle, vous puissiez parler, et moi je vais vous aider à, dans vos formulations, à faire en sorte que ce que vous dites puisse être entendu par l'autre. D'accord? Alors, madame, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
par rapport à Jean-Baptiste, par rapport à ce qui se passe pour vous? Ben, Jean-Baptiste, vous savez, il a 26 ans, c'est ce que je vous ai dit en entretien. Bon, c'est un étudiant. Il cherche du boulot, il n'arrive pas, il fait des petits boulots, hein, comme souvent des étudiants. Il a fait aussi pas mal de voyages pour travailler ses langues. Il a été étudiant aussi en langue, étudiant en littérature. Bon, et ce que lui reproche mon mari, c'est qu'à 26 ans, il n'a pas quitté la maison, quoi. Voilà, et quand il dit que, voilà, que je ne l'entends pas, mais lui non plus ne m'entend pas. Mais en fait, il doit, voilà, c'est son point de vue, et puis, voilà, quoi. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Alors que pour moi, bon ben, moi j'ai un fils qui se cherche, quoi. J'ai un fils qui se cherche, voilà. J'estime qu'on a les moyens de prendre, voilà, de prendre notre temps pour qu'il trouve sa véritable vocation. Moi, c'est ma posture, quoi, d'accompagner ça. Et j'en fais pas une histoire de 26 ans, il devrait être ailleurs. D'accord. Alors, je vais reprendre déjà ce que j'entends de ce que vous dites, hein. Donc, vous dites que Jean-Baptiste a 26 ans. Qu'il est en train de faire des études, à la fois des études de langue, à la fois des études littéraires, qu'il fait des petits boulots, voilà, et que le sujet de la discorde avec votre mari, c'est que il est à la maison, hein, et vous dites que votre mari ne comprend pas votre posture. Et ce que j'entends de ce que vous dites de votre posture, c'est de dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner mon fils. oui. Il est en train de se chercher. Il est en train de voir quelle est sa vocation. Hein, et vous dites, nous avons les moyens de l'aider à se chercher. Et vous voulez le soutenir et l'aider de cette façon-là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Comment ça se présente pour vous? Franchement, je suis exaspéré quand j'entends ça. C'est vrai qu'il a 26 ans. C'est vrai qu'il a la maison. Et moi, je trouve pas ça normal. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie à l'âge de 16 ans. 26 ans, c'est déjà un adulte. On a une fille, je vous en ai parlé pendant l'entretien, une fille qui est très jeune, s'est débrouillée, quoi. Elle dirige vachement bien sa vie. Et elle n'a pas été protégée, pouponnée, comme elle est en train de faire. Et à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et que Jean-Baptiste, il a une vie, il est devenu complètement dépendant, et il est tout le temps à la maison. Il fait des petits boulots, c'est vrai, mais il ne ramène rien à la maison. Il a des copains qui viennent tard, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Moi, quand je rentre du boulot, moi je bosse toute la journée. Bon, qui c'est qui paye tout? Toutes les factures, c'est moi. J'arrive à la maison, qu'est-ce que je vois dans la cuisine? Souvent des réunions de copains, elle dort. Elle n'entend rien. Pour moi, c'est pas tenable, quoi. À 26 ans, moi je trouve qu'elle devrait être autonome. D'accord. Vous êtes d'accord? À 26 ans, j'ai pas envie qu'ils ont envie sa papa. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que j'entends déjà, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Alors, vous avez dit que vous étiez en fait excédé quand vous entendez votre femme dire ce qu'elle vient de dire. Voilà. Vous êtes excédé. Moi, j'entends aussi que vous êtes vraiment énervé. Et vous êtes en train de dire que vous ne supportez pas que votre fils à 26 ans ne se prenne pas en charge. Vous avez nommé le mot dépendant. Voilà. Et que vous donnez votre exemple dans votre façon à vous d'avoir entamé votre vie. Vous travaillez à 16 ans, voilà. Et ça vous paraît vraiment surprenant et pas soutenable de voir que votre fils à 26 ans ne s'assume pas, est dépendant de la famille, voilà. Et vous dites aussi... Surtout, il est encouragé dans la dépendance. Elle l'encourage à rester dépendant de moi, de nous, quoi. D'accord. Donc, quand vous dites encourager dans la dépendance, c'est là où vous êtes très énervé, parce que en fait, vous avez du mal à voir ce qui se passe pour votre femme. Pour vous, l'attitude de votre femme fait que vous vous sentez complètement mal à l'aise par rapport à votre fils, alors que vous voudriez lui donner la force, tous les moyens qu'il s'en aille, qu'il prenne son indépendance. Mais moi, franchement, je suis pour lui botter les fesses, quoi. Tant qu'on lui donne pas un message très clair, il va rester là. Jusqu'à quand? 30 ans, 35 ans? Moi, je veux pas être complice de ça, quoi. Donc, vous auriez envie de faire entendre à votre fils combien, pour vous, c'est important qu'il prenne sa dépendance, son indépendance. Hein. Et puis, vous avez dit aussi autre chose qui me semble important,
c'est vous avez dit, ben, moi je travaille beaucoup, et c'est moi qui paye. Et quand je rentre à la maison, je vois le fils avec les copains dans la cuisine, ils font du bruit, etc. Je peux pas rester. Et vous n'êtes pas tranquille quand vous rentrez dans la maison, vous retrouvez pas la tranquillité que vous aimeriez. C'est ça. Ok. C'est pas seulement une question de tranquillité, ça c'est une des dimensions, mais c'est la dépendance, quoi. C'est la dépendance. Comme s'il trouve normal de vivre à la maison, mais toujours sous la responsabilité de papa et maman, il ne se pose même pas la question. C'est plus ça que je trouve insupportable. C'est pas juste la tranquillité, ça c'est un des aspects, bien sûr, mais c'est pas que ça. D'accord. Donc, vous parlez de la dépendance de votre fils, hein, vous parlez de ça, et ça vous heurte par rapport à une sécurité pour lui? C'est une question de valeur, vous comprenez. Moi, je viens d'un pays où on se débrouille. Très très jeune. Et nous, on s'occupe de nos parents très très jeunes. On commence à bosser très jeune, et c'est plutôt l'inverse qui se passe chez nous. Que moi, je prends les responsabilités de mes parents. Dès l'âge de 22 ans, 23 ans, il y a plein de gens qui font ça. D'accord. Donc là, vous êtes en train d'évoquer quelque chose, et après je reviendrai à vous, madame. Hein? Voilà. Voilà. Alors, c'est pour ça, je vous dis que je vais revenir à vous, mais là, je crois que c'est important. Vous êtes en train de dire, ben là, en fait, vous êtes en train d'évoquer quelque chose de vos traditions, de vos valeurs par rapport à votre éducation, à votre pays d'origine, qui est que les enfants s'assument rapidement, tôt, et que c'est eux qui soutiennent les parents. Exactement. Plutôt que l'inverse. C'est Voilà. ça. Et vous aimeriez inculquer ça à votre fils. Exactement. D'accord. Alors, madame, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez tout ça? Moi, quand j'entends ça, je suis consterné. Je suis consterné parce que vous l'avez entendu. Voilà, c'est une seule vérité, c'est ma vérité. Hein, les enfants, il faut que ça fonctionne comme moi je fonctionne. Et puis même à la fin, il a sa culture. Même s'il est plus dedans depuis des années, hein, parce que il vient peut-être de l'Inde, mais il est en France. Et c'est vrai qu'avec notre fille aînée, elle lui ressemble, elle a fait comme lui, donc pas de problème avec Sinan. Et tous les deux, voilà, parce qu'elle a travaillé tôt, elle a fait ses études, elle a travaillé tôt, elle a son business. Ah, ça, Sinan, pas de problème. Dès que vous avez quelqu'un de différent, ça y est, il se met dans cette état. Et ce qui me consterne, c'est qu'il n'accepte pas la différence de son fils. Alors qu'il aurait de quoi, hein, puisqu'il vient d'ailleurs et tout, il pourrait comprendre, eh ben non, il n'accepte pas. Il faudrait que ce garçon, ce soit comme lui, qu'il ait bossé à 16 ans, donc les études n'ont pas, et puis ça y est, qu'il réussisse sa vie, qu'il s'assume et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'entend pas. C'est pour ça qu'il capte absolument pas la sensibilité de son fils. En plus, c'est toujours avec moi qu'il en parle. Vous croyez qu'il dit des choses à son fils? Là, ce qu'il est en train de vous dire. Comme il rentre tard. Mais Jean-Baptiste n'a pas envie d'écouter. Il n'a pas envie d'écouter, mais c'est moi qui Il l'ai écoute même pas. Il a jamais envie de discuter avec Donc ça moi. veut dire qu'il n'a même pas de père. Il ne parle pas. Essaye de parler avec Jean-Baptiste déjà. Vous allez Qu'est-ce voir. qu'il est en train Alors, de vous dire Il à me sa tourne le dos quand dépendance? je lui parle, il me tourne le dos, il s'en va. Monsieur, Comment tu veux que je lui parle? Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous donner un bon espace de parole. Ce serait important que je puisse entendre jusqu'au bout. Et après, je vous donne la parole. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est, vous avez utilisé le mot consterné. Hein? Et vous dites, vous êtes consterné parce que pour vous, ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir, écouter les différences. Voilà. Et vous êtes en train de dire, moi, je suis pas d'accord sur le fait que mon mari veuille que son fils soit comme lui. Et vous dites, mais pourtant, il devrait comprendre, puisque lui, il est d'un pays qu'il a quitté, donc il est rentré dans des différences. Hein. Et donc, là, vous êtes un peu surprise ou vous avez du mal à comprendre qu'il puisse... Oui, pourquoi c'est... Et puis en plus, bon, Jean-Baptiste, c'est pas si mal, quoi. Jean-Baptiste, il est tout de même arrivé après le décès de Gaëtan, quoi. Donc, c'est pas la même histoire, il n'arrive pas au même moment, donc c'est peut-être pour ça qu'il a cette sensibilité, Jean-Baptiste. Moi, je sens qu'il a du goût pour la création, ce sera certainement pas un businessman comme son père, et donc, voilà, c'est pas aussi carré comme il le voudrait, pour qu'il trouve sa voie. D'accord. Et je pense que c'est mon devoir de mère
d'accompagner ça. J'ai envie qu'il réussisse. D'accord. Alors, vous dites des choses que je vais relever là, qui sont vraiment importantes. Hein. Vous dites, indépendamment du fait que vous dites, ben, il est différent, il a des capacités, des compétences différentes, etc. Mais vous dites, ben, il est arrivé après le décès de Gaëtan. Et puis vous dites aussi, mon devoir de mère. Voilà. Alors, je voudrais que vous en parliez un petit peu plus. Quand vous dites, il est arrivé après le décès de Gaëtan, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous parlez de ça? Parce que je sens que là, vous parlez de vous, en fait, d'une certaine façon. Jean-Baptiste, il est né, voilà, il est venu. Ouais, si Gaëtan était vivant, peut-être qu'il serait pas là, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est réparé, c'est un enfant qu'on a voulu tous les deux. Mais quand on l'a fait, moi je l'ai pas bien. Donc en fait, Jean-Baptiste, il est arrivé après ce qui s'est passé pour Gaëtan. Oui, les médecins ils disaient refaites un enfant, voilà, c'est. Et pour moi c'était important en tant que mère, quoi. Parce qu'en plus, j'étais pas là au moment. J'étais dans la cuisine. Donc là, vous êtes en train de revivre cette énorme tristesse quand il y a eu cet accident. Et c'est vrai que je me suis juré à ce moment-là, ben voilà, d'y consacrer toute mon attention. Donc Mais j'ai vraiment envie de le conduire dans sa vie jusqu'au bout, quoi, quel qu'en soit le coup. Mais en même temps, voilà, j'ai pas envie non plus que ça nous coûte notre relation, quoi. Donc là, vous êtes en train d'évoquer combien cet accident, ce décès, a changé quelque chose dans votre vision de femme et de mère, hein, et que vous avez pris comme un engagement vis-à-vis de vous-même de porter. Attention, j'ai fait le choix à la naissance de Jean-Baptiste de travailler beaucoup moins, de travailler à mi-temps, justement pour être présent, parce que, ben oui, quand vous avez un enfant qui meurt, ben, vous voyez, vous dites, voilà, j'en ai pas profité. Il est présent constamment, même si il y en a un autre, et voilà, je me suis dit plus jamais ça. Donc, dans mon intention, quand il dit que je le pouponne, que je le couvre, c'est autre chose qui joue pour moi. C'est pas, je suis attentive. Et je suis attentive à tout ce qu'il est. Donc moi, j'entends comme quand vous dites je suis attentive, j'entends comme un engagement que vous vous êtes fait à vous-même, hein, de modifier même votre mode de vie. Oui. Oui. Vous avez dit que vous avez modifié votre façon de travailler aussi. Ben, je travaille moins, depuis je travaille moins. C'est depuis la naissance de Jean-Baptiste, je travaille à peine à mi-temps. À peine à mi-temps. Donc, d'une certaine façon, peut-être sacrifier une partie de ma carrière, votre travail. Ma carrière, hein. J'étais journaliste, j'aimais mon métier, je réussissais, voilà. Quand je l'ai connu, j'étais là. Donc vous avez fait un vrai choix oui. À partir de cet accident. Mais nous avons fait un choix. Et vous avez fait un choix. Nous avons fait un choix. C'est pas une décision que j'ai prise toute seule. Nous en avons parlé ensemble. Il le sait pas. Alors, ce qui est important. Je l'ai un peu, quand il dit je rapporte l'argent à la maison, voilà. Alors, je vais rester déjà avec vous, puis après on verra par rapport au choix. Hein. Mais en tout cas, une sensation de faire un choix ensemble, et en tout cas par rapport à un endroit où vous dites, eh ben, plus jamais ça, je veux de l'attention, je veux de la présence. Le plus important, c'est de m'occuper de cet enfant, de l'accompagner, de le mener
dans sa vie, de le soutenir. Je veux vraiment vivre cette vie avec cet enfant. Hein, et assumer pleinement votre responsabilité de mère. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il soit, voilà, qu'il ait fait ses choix. Voilà, donc j'ai également entendu dans ce que disait votre femme quelque chose qui me paraît important, et je voudrais voir si vous pourriez aussi le redire, si c'est possible pour vous. Hein. C'est que j'ai entendu qu'elle a vraiment pris un engagement vis-à-vis d'elle-même à la suite de cet accident, de se consacrer à Jean-Baptiste, de le soutenir et de faire des choix dans sa vie différents. Voilà. Donc, moi, je vois depuis 25 ans une forme de chantage affectif qu'elle me fait, quoi. Et pour moi, cette histoire s'est passée il y a 25 ans. J'ai entendu, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine, où chaque fois qu'il y a un problème, elle revient avec ça. Moi, j'ai envie de tourner la page par rapport à ça. On ne peut pas rester collé à une histoire qui s'est passée il y a 25 ans. Comme si on allait porter la trace de ça, de notre relation jusqu'à la fin de nos jours, quoi. À un moment donné, il faut apprendre à tourner la page. Chaque fois que je parle de ça, elle se met à pleurer, quoi. Elle a du mal à se détacher de ça. C'est là où je dis, il y a un côté obsessionnel. Elle devrait faire un travail sur elle-même pour faire un vrai travail de deuil, quoi. Pas rester dans le passé jusqu'à la fin de nos jours, c'est pas possible. C'est vrai, c'est horrible ce qui s'est passé, on en a tous souffert. Pour être honnête, on était ravagés l'un et l'autre, et c'était très très dur. Maintenant c'est fini, on avance, quoi. D'accord. Mais ça, elle veut pas entendre. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, à la fois, vous entendez et vous voyez la souffrance de votre femme, et à la fois, là, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Vous le vivez, vous, comme un chantage affectif, en fait, hein, parce que vous avez envie de tourner définitivement la page par rapport à cette histoire. Vous évoquez que vous avez aussi été bouleversés, ravagés, tous les deux, par tout ce qui s'est passé. Qui ne le serait pas. Voilà. Hein. Mais en même temps, c'est comme si vous êtes en train de dire, mais il y a la vie devant, et ça s'est passé il y a 25 ans, et j'ai plus envie d'entendre que c'est à cause de cela qu'il y a un comportement différent. Exactement, c'est ça. Exactement. Pour moi, c'est un prétexte. Un endroit où elle va pas bouger, quoi. Pas bouger, elle devrait faire un travail. Donc là, vous êtes en train de dire quelque part que vous êtes démunis par rapport à ça, quand vous voyez la mesure de la souffrance de votre femme encore aujourd'hui par rapport à ça. Oui, mais moi, je peux pas continuer. Hein. J'ai essayé de la comprendre les premières années là-dessus. J'ai compris parce que moi, j'ai souffert aussi. Mais malgré ma propre souffrance, j'essaie vraiment le plus possible, de l'accompagner le mieux que je pouvais, de rester avec elle, de comprendre. J'ai fait tous les efforts possibles. Mais à un moment donné, il y a une page à tourner, quoi. Mais je peux pas continuer à l'écouter à ce moment-là tout le temps. Alors, moi, j'entends quelque chose de très important, c'est que pendant des années, vous êtes en train de dire, vous avez soutenu votre femme par rapport à cette souffrance, et que là, aujourd'hui, en fait, vous êtes en train de dire, c'est plus mon rôle, je ne peux pas, je ne peux plus, et je n'en peux plus. Oui, parce qu'elle tourne en rond, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas envie qu'elle continue à tourner comme ça. Vous avez envie d'avoir de l'espoir, que quelque chose bouge, et que votre couple revive autrement. Oui. Moi, je trouve que tout est figé, comme si notre histoire était figée. Il y a un événement qui s'est passé il y a 25 ans à peu près. Tout est figé là-dedans. Vous voyez? Il y a un endroit où, je sais pas, ça peut pas bouger. C'est figé, c'est cristallisé dans le passé. Et pour moi, on n'est pas vivant, quoi. Donc quand vous dites ça, j'entendais figé, donc pas vivant. Et vous avez envie que ça redevienne vivant. Et la relation de couple, et la relation de famille, etc. Voilà, c'est ça qui est important pour vous. Et que là, vous êtes presque un endroit un peu désespéré par rapport à ça. Exactement. Je vous l'avais dit au début. Donc je vais demander à votre femme de dire qu'est-ce qu'elle entend. Voilà, qu'est-ce que vous entendez, madame, de ce que vit votre mari. Voilà. Je vais vous demander de mettre un petit peu de côté, peut-être si c'est possible, votre peine ou votre tristesse, et juste pour voir si vous entendez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ça fait 25 ans que ça dure, que j'utilise la mort de Gaëtan comme un chantage affectif,
et que il en a assez que je fasse ça, que dès qu'on évoque les choses, je suis en larmes, et puis qu'il faut savoir tourner la page, et puis que si je sais pas tourner la page, eh ben j'ai qu'à aller me faire soigner. C'est ça qu'il dit. Alors, je vais redire autrement. Hein, je vais redire autrement. Voilà, moi ce que j'entends, c'est que, monsieur, vous êtes en train de dire, moi j'ai besoin maintenant de vivre. De vivre vraiment. Hein, et j'aimerais peut-être avoir du soutien pour que le deuil soit complètement fait de cette histoire passée. Parce que vous avez envie de vivre vraiment et votre vie de couple et votre vie de famille. Alors, c'est ça que j'entends. On peut le dire comme ça? Ok. Est-ce que ces mots-là, vous pourriez les redire? Parce que c'est ça que j'entends de ce que dit votre mari. Besoin de vivre, besoin de faire le deuil, définitivement, besoin de vivre vraiment le couple maintenant. Faire le deuil, il l'a fait tout de suite. Là, vous êtes en train de vous laisser embobiner par lui. Hein? Parce que, de toute façon, avec lui, depuis le premier jour, on n'en parle pas. Il était sur place. Je vous ai dit, j'étais dans la cuisine. Donc quand il dit que je pleure, oui, je pleure, mais avec lui, jamais tous les deux. Donc il est en train de faire tout son cinéma, là, et il nous le règle business. Tournons la page, c'est comme un dossier. Voilà. Donc je veux bien qu'il fasse le deuil, je veux bien tout ça, là, qu'il vive autrement, vie de famille, vie de couple, là, ce que vous avez dit. Mais il vous raconte des bobards, là. Alors, dans ce que vous dites, voilà, je vais le dire autrement. Mais pour que ça puisse être entendu, d'abord je vois que c'est trop difficile pour vous déjà d'accéder à ce que vit votre mari, parce que à votre niveau, il y a une souffrance là qui est en train de s'évoquer. Hein. Vous êtes en train de dire, on n'en a jamais parlé. Non, lui, sa réaction, ça a été du jour où ça s'est passé, comme ça. Et je suis restée seule. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ne dis pas ce qui est pas vrai, chérie. On n'en a pas parlé. Combien de fois est-ce que je t'ai écouté autour de ça? Ne dis pas qu'on n'en a pas parlé, c'est pas vrai. Mais je n'allais pas en parler pendant 10 ans, c'est peut-être ça que tu voulais. Alors, peut-être pour avancer un petit peu, vous dites, on n'en a pas parlé, et puis monsieur dit, je t'ai écouté. Et moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de dire que vous auriez aimé avoir un partage, un échange. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en train d'exprimer une forme de solitude, d'avoir exprimé ce qui se passait pour vous, mais vous auriez aimé entendre ce qui se passait profondément pour votre mari et que là, il n'y a pas eu de partage. Il n'y a pas eu de partage. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas eu de partage. Qu'on reprenne la vie, qu'on aille de l'avant. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il la faisait businessman. Lui, après ça, une fois les choses réglées, il a retrempé dans son boulot, qui est extrêmement prenant, qu'il prend du matin jusqu'à la nuit. Voilà, il est là-dedans, c'est facile. Moi, je vous ai dit, à partir de cela, voilà, j'ai fait un choix, et puis on a eu un autre enfant, et j'ai décidé, voilà, d'y passer un temps. Lui, il a pu s'enivrer dans son travail, je comprends, il a pu oublier, il a pu tourner la page, il a pu faire tout ça. Et c'est aussi, s'il a pu le faire, c'est aussi parce que j'ai permis qu'il le fasse, quoi. Je veux dire, s'il est là où il est, c'est parce qu'on l'a décidé tous les deux. Donc peut-être qu'il s'en sort mieux que moi par rapport à ça, peut-être. Mais il avait un cadre aussi, son boulot il est prenant, il est reconnu, il y a des gens connus qui viennent le voir. Il est heureux. Il avait de quoi se tourner la tête, hein. Moi j'ai fait d'autres choix. Avec son accord. J'ai fait d'autres choix. Donc, ce qui dit... Et puis une femme et un homme, c'est jamais la même chose. Je veux dire, moi je l'ai porté cet enfant. Donc, ce qui est vraiment douloureux, c'est en fait quelque chose que vous vivez comme une façon différente d'avoir vécu cet événement et la suite de cet événement. Et en même temps... Puisque ce que vous avez dit tout à l'heure, là, quand vous avez parlé en profondeur, voilà, on n'a jamais eu d'échange profond. Et en fait, vous voyez, et vous utilisez des mots en disant il s'est étourdi, il a travaillé, etc. Et en fait, vous utilisez ces mots, mais j'entends derrière ces mots, vous êtes en train de dire j'aurais voulu percevoir aussi sa souffrance et sa douleur. Et en même temps, du coup, je comprends
qu'il ait pu se consacrer à son travail pour changer. Mais vous aviez envie de percevoir ce qui se passait pour lui. Et que c'est peut-être de ça que vous n'avez pas fait le deuil. On pourrait dire ça? Oui, ce partage, ça me manque, même maintenant. Ça vous manque maintenant. Voilà. Et quand il dit que je dois aller voir quelqu'un, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'aller voir, c'est lui et moi. Donc aujourd'hui, vous auriez envie d'entendre de la bouche de votre mari la souffrance qu'il a eue, quoi. Puis où ça l'a emmené, oui, à l'intérieur, même s'il s'enivrait de son travail, voilà. J'aurais aimé entendre où il en était, parce que, voilà, il était sur place. Hein. Monsieur, voilà, quand vous entendez votre femme dire « j'ai pas entendu suffisamment ce qui s'est passé pour vous, pour toi, dans cet accident, et aujourd'hui, encore, j'ai soif d'entendre. Vraiment, c'est ça qui va peut-être me permettre de tourner la page. C'est d'entendre vraiment comment, en profondeur, vous avez vécu cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous seriez prêt à dire quelque chose par rapport à ça? Il dit quelque chose. J'ai pas envie de parler de ça. Alors déjà, J'ai pas envie de revenir là-dessus, stop. Ça s'arrête là, quoi. Voilà. Alors je vous propose déjà d'accueillir, madame, en même temps avec moi, d'accueillir ça. J'ai pas envie de parler de ça. Voilà. C'est déjà un message. Parce que quand vous dites ça, vous êtes en train de dire, si je vais au fond du fond, voilà, la souffrance, elle peut être vivante au fond du fond. C'est ça que vous êtes en train de dire. On peut être juste dans ce silence, madame. Monsieur, on peut être juste dans... Il n'y a pas qu'elle qui souffre. Pardon? Et toi, qu'elle qui souffre. Ouais. Donc il y a encore quelque chose de très vivant de cette souffrance au fond. J'ai pas envie d'en parler. Et vous n'avez pas envie d'en parler. Voilà. Et ça donne la mesure de la souffrance, de ne pas avoir envie d'en parler. Hein? Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. C'est fini, c'est trop tard. J'ai pas l'habitude de revenir sur les vieilles choses. Ça sert à rien. Je crois pas que ça va changer grand-chose. En fait, quand vous dites ça sert à rien, et que j'ai pas l'habitude, hein, vous avez eu plus l'habitude d'être dans l'action. Fallait bien gagner ma vie. Pour la maison. Aider mes enfants. Et j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Il fallait bien préserver quelque chose. Qui allait soutenir financièrement toute ma famille, quoi. J'avais mes parents en Inde aussi, qui avaient des ennuis financiers, il fallait que je bosse aussi. Et il fallait que je bosse ici. Je ne viens pas d'une famille riche, vous savez. L'agent Coster,
Je viens d'un milieu très pauvre. Il fallait bien que quelqu'un bosse à la fois pour soutenir la famille ici et la famille là-bas. On a passé des heures et des heures et des heures à ressasser le passé. Pour moi, il n'y a pas... Même aujourd'hui, je ne vois pas de sens de revenir là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour elle. Alors en tout cas, vous êtes en train de dire quelque chose de très important, c'est que vous, malgré la douleur très importante, que vous êtes en train de témoigner là, en disant « je ne veux pas en parler », voilà, et bien vous êtes en train de dire aussi que le choix que vous avez fait, vous, c'est de prendre une autre responsabilité, qui est de dire « moi je vais assumer, je vais travailler, je vais assumer, je vais agir pour tout le monde ». Voilà. Et ce que vous êtes en train de dire, et je propose vraiment à madame d'entendre, parce que je peux vous demander de le redire, c'est, voilà, c'est pas parce que j'ai pris cette direction d'assumer les choses que j'avais pas au fond de moi une immense peine. Oui. Voilà. Mais c'est vous avez fait ce choix-là. Oui, oui. Et ça tient aussi de votre éducation. C'est ça? Est-ce que vous pouvez dire, madame, ce que vous entendez, ce que ça vous fait? Ce que dit mon mari, c'est que il a fait le choix à un moment donné de dire qu'il allait assumer sa famille, qu'il n'avait pas seulement cette famille ici à assumer, mais qu'il avait aussi sa famille en Inde, que je connais bien, que j'apprécie, et je connais cette responsabilité chez mon mari, et que lui, ça a été sa façon à lui de gérer sa peine par rapport à la disparition de l'être. C'est ce qu'il a choisi pour calmer sa peine à l'intérieur. Et que dans sa culture, voilà, montrer sa peine, c'est pas habituel. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ça que vous vouliez faire passer? La première fois qu'elle comprend ça. Après beaucoup d'années, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je prends ma responsabilité, je ne l'ai pas exprimé comme je viens de le faire. Alors on va juste enlever, c'est la première fois qu'elle comprend ça, juste que vous puissiez dire comment vous vous sentez d'être vraiment entendu à ce niveau-là par votre femme, comment ça fait pour vous? Je suis super touché. C'est un truc que je porte en moi depuis des années, quoi, c'est là. Je suis super touché qu'elle entend ça. Là, j'ai envie de devenir avec moi-même que je peux le dire, quoi. Oui, je suis un peu époustouflé que j'ai pu le sortir comme ça, quoi. Parce que j'ai imaginé qu'elle ne pouvait pas comprendre ça, donc je ne vais pas le sens de le dire, mais je suis en train de me rendre compte que quand je le dis, elle me comprend. Et ça me touche. Comment c'est pour vous, madame? Je voudrais d'abord dire que tout à l'heure, j'ai été très touchée de le voir et de l'entendre dire qu'il ne pouvait pas revenir dessus. Parce que c'est ce que je disais, c'est ce temps-là qu'on n'a pas pris. Et là, tout à l'heure, en le voyant, tout d'un coup, c'est comme s'il me donnait ce temps-là. Et ça m'a touchée. Même si c'est pour pas dire. Mais là, j'ai senti qu'on était ensemble. Juste ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un professionnel talentueux. Il est reconnu dans son monde. Et je sais qu'il l'a mis au service de notre famille. Je le sais. Il n'a pas cessé. Et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Parce que moi, je n'allais pas bien.
j'ai été dépressive après la mort d'être. Et lui, il a tenu le cap, quoi. Vous êtes en train de dire que ça vous a soutenu vraiment, ça vous a presque autorisé à vivre ce que vous aviez à vivre, parce que lui tenait le coup. Il a du talent pour ça. Je le sais. Comment ça fait pour vous, monsieur, ce que dit votre femme? Vous le voyez? Oui. Oui, je me dis ça, quoi. Mais non seulement je le vois, mais je veux bien que vous disiez comment ça fait aussi, pour que petit à petit vous appreniez à mettre des mots, des petits mots. Ah, vous savez, je viens d'une ville très pudique. Oui, c'est pour ça, là, on est en train de faire un apprentissage ensemble. J'ai pas l'habitude de dire des mots par rapport à ce que je ressens. Je suis toujours très gêné, quoi. C'est pas facile. Donc je préfère dire, ça soit, non? Et en même temps, tout à l'heure, vous disiez, je vois pas forcément le sens, vous voyez, de dire ou d'exprimer, etc. Et puis là, on a vu le sens que ça avait. Le peu que vous avez exprimé a fait C'est vrai. un lien, un endroit où vous étiez ensemble complètement. Donc c'est ça le sens. Tout à fait. Vous voulez dire que j'ai des choses à apprendre? Ouais. Si vous êtes d'accord. Oui. Et c'est important là, ce qu'il dit, parce que Zinat, elle lui ressemble. Et Jean-Baptiste, il me ressemble, il a ma sensibilité. Et vous voyez, de même qu'il a du mal à dire, il n'entend pas ça chez Jean-Baptiste. Et c'est ce qui fait que c'est difficile et que ça crée du conflit. Et qui vient plutôt me parler à moi que parler à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a cette sensibilité. C'est un créateur, je ne sais pas moi-même aujourd'hui ce qu'il va devenir, mais il a quelque chose à exprimer, il a quelque chose à dire. Si tu voyais comment il écrit, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Toi-même, tu as écrit il y a longtemps, souviens-toi, avant d'être le grand patron de tes lunes. Tu as eu ça dans ta jeunesse aussi. Et je sens que chez Jean-Baptiste, il y a quelque chose de cette nature-là. Et tu sais bien, quand tu es venu en France, c'est pas ça que tu as continué. Toi aussi, tu écrivais. Jean-Baptiste, il a quelque chose de la création. Est-ce que ce sera l'écriture, la peinture, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il a une sensibilité. Voilà, et ça, j'ai envie de le protéger parce que c'est peut-être ce que tu n'as pas réussi à faire parce qu'il fallait assumer la famille. Moi-même, j'ai laissé un peu de côté ma carrière et j'ai vraiment envie que Jean-Baptiste, il s'épanouisse dans sa voie, quoi. Et c'est parfois quand je vous vois tous les deux, c'est ça qui me rend triste, quoi. Alors, après tu vas dire que je prends son parti, mais pour moi, quand on a ça, c'est tellement important d'en prendre soin, quoi, de le protéger. Et j'aurais tellement besoin de ton soutien pour qu'il devienne ça. Mais je vois bien que c'est ce que tu viens de dire qui empêche. Hein. C'est ce que vous lui avez fait dire. Là. Vous dites ça se voit. Oui, ça se voit. Pour Jean-Baptiste, ça ne suffit pas de voir. Alors, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que là, vous avez cette conscience, tous les deux, hein, qu'il y a des modes différents d'expression, hein, dus à des cultures aussi différentes, hein, des caractères, des personnalités, voilà. Et là, vous êtes en train de dire quelque chose qui me semble important de poser entre vous, c'est que peut-être Zinat, elle a plus cette sensibilité comme vous, qui est intériorisée, qui ne met pas forcément des mots, et peut-être Jean-Baptiste, il a plus une sensibilité qui a besoin de mots pour la rencontre. Voilà. Il n'ose pas parler à son père. Voilà. Et qu'il y a là quelque chose au niveau de la rencontre qui se fait pas. C'est ce que vous êtes en train de dire entre Jean-Baptiste et monsieur. Voilà. Et que vous avez vraiment envie de ça. Parce que ça soutiendrait Jean-Baptiste et ça vous soutiendrait aussi. C'est son père. Ouais.
Hein, moi, je suis. Et en je même suis sa temps, mère, vous je suis une exprimez femme. toute l'admiration que vous avez dans les capacités de votre mère. Absolument. Mais vous voyez, désolé, j'ai envie d'intervenir là parce Oui, que intervenez. Oui. vous parlez d'admiration, mais c'est justement ça. Il a tellement d'admiration que lui, du coup, il se pose plus de questions. C'est de Et l'admiration il est pour dans vous. une sorte de zone de confort avec sa maman qu'il admire et qui le soutient, qui l'encourage, qui trouve qu'il a un talent extraordinaire, etc. Il est dans une zone de confort. Et moi, cette zone de confort, ça, il tourne un petit peu en rond comme un hamster dans une cage. Et que c'est ça, je me suis dit, c'est pas possible. Ça va durer combien de temps? Et il y a que sa mère qui l'admire, d'ailleurs. Regardez autour de lui, il n'y a pas grand monde qui l'admire, quoi. Et il est en train de rater sa vie. Et l'histoire de quitter la maison, pour moi, c'est une façon. Qu'il devienne un peu plus mature, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il s'inspire de sa sœur Zinat, plutôt que de rester dans ce cocon familial avec l'admiration de sa maman comme ça. Ça, c'est un endroit où je me dis, c'est pas possible, quoi. Combien de temps ça va durer? Je suis désolé, le mot admiration, moi, Oui. ça me fait Alors, repéter un fond, quoi. je l'utilisais pas vis-à-vis de Jean-Baptiste, mais plutôt l'admiration de votre femme vers vous. Mais en même temps, il y a l'admiration de Jean-Baptiste. Voilà. Mais en fait, quand vous parlez de Jean-Baptiste, hein, vous parlez de zone de confort, vous parlez de admiration, et j'ai l'impression que quand vous évoquez ces mots, vous parlez en fait de votre inquiétude par rapport à l'avenir de votre fils, par rapport au fait qu'il puisse avoir suffisamment de ressources dans la vie pour rebondir sur les événements, etc. Et que c'est vraiment important pour vous de l'aider à ce qu'il ait toutes ses ressources et tous ses talents, c'est ça? C'est ça, c'est pas ce qu'elle comprend pas. Elle me dit depuis des années que je veux que Jean-Baptiste soit comme moi. C'est pas ça la question. C'est exactement ce que vous dites vous. C'est pas qu'il soit comme moi. C'est qu'il puisse trouver ses ressources à l'intérieur pour rebondir, comme vous dites. Et c'est vrai que j'ai inquiet. Et vous avez l'impression pour ça que pour aider votre fils à trouver ses ressources, eh bien, il faudrait qu'il ait moins de confort, que les conditions soient différentes. Oui, il faudrait qu'on lui dise clairement, maintenant ça suffit, quoi. T'as 26 ans, maintenant ça suffit de rester à la maison. Moi, j'ai aucun de mes amis qui ont les enfants qui restent au-delà de 22 ans ou 23 ans, vous allez en Inde, les enfants, ils commencent à se débrouiller tout seuls. Hein. Et après, ils reviennent éventuellement pour s'occuper des parents. C'est pas la même chose. Et c'est les parents qui vont habiter chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas seulement en Inde, même ici. À un moment donné, à 22 ans, ça suffit, quoi. 22, 23 ans, maxi, quoi. Aucun de mes amis n'a un enfant de 26 ans qui reste à la maison. Et surtout pas dans les conditions dans lesquelles Jean-Baptiste habite à la maison. Ça, je peux vous le dire, si j'entre dans les détails, je risque de me mettre en colère, je préfère ne pas y toucher. Alors, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de très important pour vous, qui est quelque chose en lequel vous avez foi pour vous, hein, dans la vie. C'est que c'est important de se coltiner avec des choses dans la vie, d'avoir des choses plus ou moins difficiles à vivre pour trouver ses ressources. Continuez avec la réalité. Voilà. Et donc, vous, c'est comme ça que vous imaginez que votre fils peut trouver le maximum de ce qui est bon pour lui, de ses talents, de ses ressources. C'est ça. D'accord. Alors, je vais vous demander un petit peu de silence, là, tous les deux. Parce qu'à partir de ce que vous dites, j'ai besoin de faire un peu le point à l'intérieur de moi. Dans qu'est-ce qui se passe pour vous et voilà. Est-ce que ça vous va qu'on fasse un petit peu de silence et puis je reviens après vers vous. Voilà, alors j'ai besoin d'un peu de silence en fait parce que j'ai besoin de faire le point à l'intérieur. Là, je vois qu'on est sur des croyances différentes. C'est-à-dire que monsieur, lui, il a une croyance que pour développer ses compétences, ses qualités, la sécurité dans la vie, il faut en baver d'une certaine façon. Il faut se coltiner avec la réalité. Voilà. Et je vois que madame, elle a une autre croyance qui est de, eh bien, pour donner les meilleures chances à Jean-Baptiste, eh bien, il faut le soutenir, l'aider, lui donner des conditions confortables. Voilà. Donc là, je vois qu'on est dans un endroit où il y a des croyances complètement différentes, avec le même souhait finalement. Le même besoin qui est d'être rassuré que
le fils va pouvoir s'épanouir dans la vie d'une certaine façon. Voilà. Donc en fait, là, je suis en lien avec un besoin qui est commun, mais des stratégies qui sont différentes. Voilà. Et ce que je vois aussi, c'est que, en plus de ces croyances, il y a derrière le background, c'est-à-dire un inconfort pour lui, des conditions dans lesquelles Jean-Baptiste vit encore dans la maison, c'est-à-dire que il aimerait certainement un certain nombre de choses qui soient plus respectueuses de lui et de la maison, et du temps qui passe, dans le fond, et de l'argent qu'il donne. Et en background, il y a pour elle toujours comment je peux donner le maximum de soins et d'attention, quoi. Derrière, en lien avec Gaëtan, la mort de Gaëtan. Voilà. Ok, donc c'est clair pour moi. Et ce qui est clair aussi, c'est que je vais évoquer les points de vue de chacun d'une façon claire pour qu'ils aient cette vision-là. Voilà, alors je vous ai demandé un petit peu de silence là parce que j'avais besoin de faire le point où nous en sommes là. Et en fait, ce que je vois, c'est que en ayant entendu vos deux points de vue par rapport à Jean-Baptiste, j'ai entendu en fait que vous aviez le même besoin vis-à-vis de votre fils. C'est-à-dire en fait qu'il puisse vraiment s'épanouir dans la vie, faire ce qui est bon pour lui, et avoir de la sécurité dans la vie. Voilà. Vous avez le même besoin. Et ce que j'entends, en fait, c'est que pour qu'il puisse trouver vraiment ses ressources et sa vitalité, par contre, pour vous, c'est pas les mêmes moyens. Alors, on appelle ça les mêmes stratégies, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous veniez de dire, moi, je crois que la bonne stratégie pour que Jean-Baptiste il puisse ressurgir, avoir des ressources, soit dynamique, etc. Eh ben, il faut qu'il parte de la maison parce que c'est comme ça qu'il va se continuer à la vie, à la réalité, etc. Vous dites ça, voilà. Et ça vous paraît la meilleure façon aujourd'hui pour qu'il puisse émerger sa vitalité. C'est ça. Et puis vous, madame, ce que j'entends, eh ben, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que vous dites, eh ben, pour que Jean-Baptiste puisse trouver toute sa vitalité, toutes ses richesses, etc., eh bien, il a besoin d'être dans un confort, soutenu et accompagné. Voilà. Alors, voilà, j'insiste un peu sur le fait que vous cherchez la même chose pour lui, mais les moyens pour y arriver semblent diamétralement opposés. Voilà. Je voudrais voir qu'est-ce que ça vous fait quand j'exprime ça avec cette clarté-là. Qu'est-ce que ça vous fait, madame, de voir en fait que c'est les moyens utilisés sur lesquels vous vous opposez. C'est pas le but final. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, en fait, ça me touche de voir qu'on a un but final, parce que c'est vrai que Samy, il a envie que Jean-Baptiste réussisse et moi aussi. Et puis en même temps, je prends conscience que ça fait des années qu'on se crêpe le chignon, quoi. Justement sur la manière dont on s'y prend, quoi. Voilà. Donc ça fait des années que vous vous crêpez le chignon sur la manière, alors que vous avez la même intention au final. Et de sentir qu'on a le même but, je suis contente, quoi. Parce que je vois bien qu'en tant que mari et femme, on a le même souhait, mais qu'on le voyait même plus, qu'on avait le même souhait. Donc là, ça remet un point d'accord, un point d'union, de voir que vous avez le même souhait. Pour Oui, oui. Parce que c'est comme si on était d'accord, en fait. Oui. D'accord. Alors, je vais voir avec notre mari. Et vous, comment ça vous fait de voir les choses comme ça? Je crois que je suis un peu partagé. C'est vrai que il y a un endroit où c'est une révélation. Parce que j'aurais pas vu qu'on voulait la même chose. Donc c'est une révélation pour moi de me rendre compte que, à travers tous les échanges qu'on a eus, et Dieu sait qu'on en a eu,
que nous voulions la même chose, donc c'est nouveau, comme prise de conscience pour moi. Et puis, voilà, si je suis honnête avec vous, je suis absolument pas d'accord et je reste ferme là-dessus, avec sa façon de voir les choses. Donc je sais pas quoi faire avec ça. C'est vrai que je suis plutôt content de savoir qu'on veut la même chose, mais je suis pas d'accord avec sa façon de faire les choses. Donc ça, je suis pas prêt à lâcher. Alors, je vais aller plus loin dans quelque chose qui est important pour moi que je vous dise, moi, en tant que médiateur, de ce que j'entends, de ce qui se passe. Je vais vous faire une espèce de proposition, en fait. Hein. C'est que là, nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste. Il a 26 ans. Et je vous ai entendu parler de dépendance, de liberté, de responsabilité, d'autonomie, voilà. De création, de tout ça, voilà. Et en fait, il n'est pas là dans ce que nous sommes en train de dire, et ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire, j'entends vous, madame, que vous avez une stratégie pour l'aider à être au mieux de ce qui sera pour lui, et vous, monsieur, vous avez une stratégie pour l'aider à l'aider pour être au mieux de ce qui sera pour lui, mais lui qui est concerné, il n'est pas là. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait un souhait de dialogue avec lui, qui n'existe pas. Et vous dites qu'il veut pas. En tout cas pas avec moi. Hein. Moi, je peux t'aider. Avec elle, oui, mais... Moi, je peux t'aider. Je peux introduire ça. Je peux le donner à entendre à Jean-Baptiste. Parce que toi, tu dis que ça bouge pas. Moi, je suis contente d'entendre madame, parce que pour moi, ça change tout. Et moi, ce qui venait à l'intérieur, c'est un peu ce que dit madame. C'est pourquoi on se met pas tous les deux face à Jean-Baptiste. Mais tu le Et connais, puis tu lui diras ton point de vue, et je lui dirai mon point de vue, mais après tout, et puis on essaiera d'aller vers quelque chose de satisfaisant, et pour toi et pour moi. Mais pour moi, c'est de dire que chacun va donner son point de vue, il ne m'écoute pas. C'est ça le problème. Alors, j'ai envie de vous écouter tous les deux. Donc, moi, ce que j'entends, madame, c'est que ça vous donne une ouverture. Ah oui, complètement. En vous disant, maintenant, ce serait bien qu'on se mette tous les deux en face de lui, puis qu'on dise comment on voit les choses pour lui. Et puis Voilà. qu'il dise qu'il en a assez, qu'il a peur, voilà, il dit tout ça. Voilà. Et vous dites, moi, je peux soutenir le dialogue. Oui. Entre le père et le fils. Mais je peux soutenir sa posture. Voilà. Et sa posture. Oui. Et sa posture. Je vais quand même pas passer trop vite. Vous êtes en train de dire, et je peux soutenir aussi la posture de mon mari. Absolument. Si c'est ce qu'il pense, je trouve que c'est important que Jean-Baptiste l'entende, qu'il entende la voix de son père, quelle que soit la voix de son père. Alors, et vous, j'entends, monsieur, parce que je ne veux pas le laisser passer non plus, un endroit où vous avez du mal à croire que c'est possible de dialoguer avec votre fils et qu'il vous entende. Comme un endroit, peut-être, lié à des expériences du passé, où vous allez essayer de dialoguer et que vous n'y arriviez pas. Plein de fois. Plein de fois. Plein de fois. Il a une attitude méprisante vis-à-vis de moi, depuis, surtout, ces derniers temps, ces derniers mois, il est méprisant. Il répond même pas à mes questions. À peine il me dit bonjour le matin, quoi. Donc il y a un endroit qui est douloureux pour vous par rapport à cette relation, cette communication, comme méprisant. Vous aimeriez avoir... Évidemment, vous aurez pas de la douleur par rapport à ça. Oui, bien sûr. Vous aimeriez avoir... Mon fils, il m'en parle pas. Alors que je lui paye tout. Chaque fois qu'il veut de l'argent, il va demander à sa maman de me demander. Donc je donne de l'argent, mais sinon il ne me parle pas. Il cherche même pas à discuter. Et donc je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez dit à votre fils ce que ça vous faisait? Est-ce que vous lui avez évoqué que c'était douloureux? Comment vous voulez que je lui parle de ça? Il veut pas écouter. Il quitte la pièce quand je lui adresse la parole, la plupart du temps. Je l'ai vu faire, hier matin, dans la cuisine. C'est ce qu'il a fait. À peine je lui dis quelque chose, et il tourne le dos et il quitte la pièce. Comment vous voulez que je lui dise ça? Je veux bien lui parler de ça, même si c'est difficile, je veux bien le lui dire, mais face à un mur, je ne sais pas quoi faire. Donc moi, ce que j'entends, c'est une forme quand même d'impossibilité, d'impuissance, de vraiment parler avec votre fils, Oui. et avec tellement d'expériences qui n'ont pas réussi, que là, tout seul avec lui, ou même avec votre femme, vous ne voyez pas comment ça peut changer. Pour le moment, pas du tout. Voilà. Est-ce que, et là j'interviens encore, avec des propositions,
comme vous voyez comment le dialogue peut se passer entre vous grâce à l'intervention d'un tiers, comment vous verriez que vous soyez aidé pour pouvoir passer les messages que vous avez envie de passer à votre fils, que lui puisse aussi dire ce qu'il a à dire, mais avec un tiers qui aiderait au dialogue, puisqu'il y a quelque chose qui s'est instauré, qui a coupé le dialogue. Comment ce serait pour vous d'avoir du soutien? Ah, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Mais... non, ça me donne un peu d'espoir, quoi. Ça vous donne un peu d'espoir. Ah oui. Parce que ça rejoint un endroit où vous avez envie de communiquer avec votre fils. Mais évidemment, c'est mon fils. Non, ça me donne vraiment de l'espoir. J'y croyais même pas, j'ai même pas eu l'idée, mais là je me dis, ah tiens, c'est possible, quoi. Je suis partant, je suis avec vous. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc là, ça ouvre l'espoir de pouvoir recréer une communication et à partir de là, pouvoir voir dans quelles conditions vous allez l'aider le mieux possible et puis vous être confortable aussi. Vous personnellement, vous dans votre couple, etc. Reposer toutes les conditions qui seront bonnes pour chacun. Madame, comment c'est pour vous? Ah, pour moi, je suis très contente que vous proposiez ça parce que Jean-Baptiste, il dit la même chose que lui. Il dit qu'il peut pas parler à son père. Qu'il sait pas comment faire. Donc il est démuni. Bah aussi, oui, dans ce il que est vous démuni. dites. Il est comme lui, et c'est comme nous là tout à l'heure, quoi. Ils sont pareils. Et donc, voilà, si peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi, oui, qu'il et toi et Jean-Baptiste, ensemble. On veut bien, Qu'il a aussi des choses à dire, hein. Qu'il a du mal à dire. Qu'il n'ose pas dire, Donc vous êtes en train de dire que vous, parlant davantage avec Jean-Baptiste, Ah oui, puis il vient me vous le dire. savez Il qu'il vient me a le envie dire. de communiquer Oui. avec son père, Ben il ne sait oui. pas comment non plus. Ben, Donc il est aussi démuni et qui pourrait être partant pour avoir de l'aide. Oui, j'en suis sûre. Et je crois qu'il sera d'accord. En tout cas, voilà, je peux lui expliquer, par exemple, nous, ce qu'on a fait, comment ça peut être aidant, et puis, en tout cas, il se plaint suffisamment pour que, si on trouve un moyen de l'aider, je suis sûr qu'il sera partant. Il rêve d'autre chose, hein, tu sais, ton fils avec toi. Il rêve d'autre chose. Hein. Mais il sait pas comment dire. Puis, voilà, parfois il a peur de tes réactions. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que avec ce qui s'est passé aujourd'hui, d'abord, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je voudrais savoir comment tous les deux vous vous sentez déjà là, dans l'instant. Dans votre relation à vous deux. Hein. Moi, là, ce que je ressens à l'intérieur, c'est que si on arrive à mettre ensemble Jean-Baptiste et Salim, moi, je sens bien comment ça me libère par rapport à Salim. C'est comme si je retrouvais de la liberté en tant que femme. Ça me retire un poids. Est-ce que vous êtes en train de dire, je suis pas sûre que j'ai bien compris, mais s'il y a une communication qui se rétablit entre le fils et le père, du coup, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de vous, vous vous retrouvez plus libre. Je suis en train de prendre conscience que c'est comme si, comme leur relation à eux deux, elle est difficile, c'est comme si moi je devais en faire plus, quoi. Pour que la situation entre deux, elle ne devienne pas catastrophique. Mais je me rends compte que ça me fait du poids. Et que si vraiment l'idée là de les voir dialoguer ensemble et de se dire des choses comme nous on s'est dit là aujourd'hui, c'est comme si ça ouvrait des portes devant pour que nous on se retrouve aussi. Donc comme quelque chose qui se rééquilibrerait par rapport à faire plus qu'il n'en faut pour vous. Hein? Ok. Et pour vous, monsieur? Il se passe bien les choses en moi.
mal à trouver les mots. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Prenez le temps qu'il faut. Je dis un mot que j'ai pas l'habitude de dire. Je sais pas, je suis un peu bouleversé à l'intérieur. D'abord parce que j'ai pu dire des choses et il a entendu des choses que je disais comme jamais j'aurais imaginé. Je trouve que c'est très fort. Et puis, ce qu'elle vient de dire là, j'avais pas compris ça. Quand tu parlais de libérer un espace. Mais je viens de le découvrir. Je ne le savais pas moi-même. C'est parce que ça vient d'être dit que j'ai vu que ça me faisait des choses dans le corps, comme si je posais mon nom. Je ne savais pas. Oui, c'est pas, en t'écoutant le dire, je me suis rendu compte que j'avais un truc un peu similaire. Et juste là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une immense fenêtre qui s'ouvre, non seulement dans notre relation à nous, mais en relation avec notre relation avec Jean-Baptiste. J'ai parlé d'espoir tout à l'heure, c'est... je vois un peu de lumière au bout du tunnel, quoi. Je crois que je suis en train de prendre conscience que j'étais dans un tunnel pendant des années, en fait. Que j'avais pas les mots pour le dire, mais je crois que c'est comme ça que j'investissais tellement dans mon boulot. J'ai pas envie de revenir à la maison, pour moi, c'était entrer dans un tunnel. Trop difficile. Alors qu'ailleurs, c'est tellement génial. Même si je suis fatigué et tout, mais voilà, c'est plus léger. Si je vivais un truc comme une oppression, un peu lourd à porter, quoi. Voilà, en quelques mots, je pourrais vous dire plus, mais voilà ce que j'ai répondu à votre question. Et quand je t'entends dire tout ça, c'est vraiment, ça fait longtemps, là je nous sens ensemble. Et ça fait longtemps, ça m'est parlé. Alors, ensemble, voilà, je vais rebondir là-dessus, sur ensemble. Par rapport à Jean-Baptiste, par rapport à lui parler de cette possibilité de faire une séance de médiation pour qu'il y ait du dialogue qui se recrée, apprendre à communiquer, un nouvel apprentissage comme vous, voilà, un nouvel apprentissage à communiquer différemment, voilà. Mais ce qui me paraît important, c'est que ça émane de vous ensemble. C'est-à-dire, quand tout à l'heure, madame, vous disiez, je peux parler à Jean-Baptiste, lui expliquer, etc. Moi, j'avais envie que vous trouviez une solution pour parler à Jean-Baptiste où vous êtes ensemble. Pour que cet équilibre que vous êtes en train de retrouver, où les choses s'allègent de chaque côté, il puisse le sentir et que vous êtes ensemble avec lui. Voilà. Donc, comment vous pouvez imaginer de faire cette proposition à Jean-Baptiste? Un peu de créativité, comment vous imaginez de le faire ensemble? T'as une idée? Moi, j'aimerais, je sais pas, qu'on fasse quelque chose de sympa. On se crée un peu d'intimité avec lui, je sais pas, ou quelque chose qui soit un peu festif aussi, où on serait tous les trois pour parler, et puis partir de ce qu'on vient de vivre, parce que je pense que pour déboucher vers est-ce qu'il serait d'accord pour, à son tour. Ouais. Moi, j'ai une autre idée qui vient, c'est que ça fait longtemps que j'avais envie, tu sais, quand il avait jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je l'amenais pour des petits moments à la campagne ou des trucs comme ça. Et puis après, à un moment donné, il a arrêté de venir avec nous. Il se faisait chier. Donc, là, je me dis, si on fait, on l'invite pour
3 ou 4 jours dans une ville dont il a toujours rêvé. Il a toujours dit qu'il voulait aller à Florence. Oui. Donc ça, ce serait merveilleux. Parce que par rapport à son goût pour la peinture et l'art et tout ça, Florence, il savait un moment qu'il parle de Florence. Et on pourrait peut-être passer, je sais pas, 3 ou 4 jours à Florence avec lui et puis voir un peu ce qui se passe. Mais je ne sais pas si on fait un dialogue avec vous avant ou après Florence, je ne sais pas. Si on dit juste comme ça, de but en blanc, je crains qu'ils disent non. Mais peut-être après un échange ensemble, je ne sais pas. Tu vois, dans un premier temps avec madame et puis... De le dire avec madame? Déjà qu'on puisse rediscuter. Oui, c'est-à-dire, moi je verrais plusieurs stades, parce qu'il y a une première phase qui serait de lui dire, ensemble, que vous avez envie de renouer vraiment un vrai dialogue avec lui, vous avez envie de renouer, retrouver une relation plus chaleureuse, etc., et prendre soin de lui, etc., voilà. Et pour cela, lui proposer de venir parler devant un médiateur. C'est ça. Et puis que derrière ça, vous avez tellement envie de revivre des choses comme par le passé, et vous imaginez un voyage à Florence parce que vous savez que ça lui tient à cœur. Voilà. Mais peut-être que il y a quand même le premier passage qui est de lui parler pour lui proposer cette rencontre à nous 4, voilà, où ça va lui permettre aussi de se sentir plus détendu et de savoir pourquoi après il y a cette fête. Oui. Ah, c'est super. Et là, ce que je vous propose. Oui, sinon, voilà, peut-être que si on l'emmène tout de suite comme ça, où on parle de Florence, là, il va dirait jamais oui. Il va se dire qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils me Il ne veulent. viendrait pas. Oui, ce serait pas rassurant. Et alors également, de par mon expérience, ce que je vous propose, c'est que, vous voyez, on a créé des conditions particulières pour cette rencontre. Un cadre particulier, nous ne sommes pas dérangés par le téléphone, il y a un temps donné, etc. Eh bien, il faut que vous preniez le même soin avec lui quand vous allez lui parler. C'est-à-dire que peut-être vous préparez un petit pique-nique ou je ne sais pas quoi, voilà, et vous dites on va se prendre un temps. On ne sera pas dérangé. 1 heure de temps. Et alors on ne met pas de téléphone, on ne pas de choses comme ça. Et on n'est que tous les 3. Au besoin, si vous aimez les bougies, on a des bougies. Je sais pas, mais voilà, que vous mettiez les conditions. On ne se parle pas de ça dans le couloir, ou dans la cuisine, ou etc. Et vous lui dites parce que c'est important pour nous. On a à dire, c'est précieux. Comme ça, pour qu'il sente que vous mettez des conditions. Et puis c'est vrai, quand vous avez dit au début, là, pour la confidentialité, mais c'est vrai que ce qui se passe là, ça impacte sur nos enfants. C'est clair. Donc il y a quelque chose à dire, quoi, parce que sinon ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils nous voient nous disputer, puis tout d'un coup... donc il y a peut-être aussi quelque chose à partager avec Jean-Baptiste. On a le droit. Par rapport à ce qu'on vient de vivre, quoi. Voilà. On peut dire à Jean-Baptiste qu'on vient de vivre. Oui, vous allez dire à Jean-Baptiste ce qui paraît fructueux pour qu'il ait envie de rétablir la communication avec vous, avec de l'aide, avec du soutien, qu'il puisse retrouver de l'espoir. Voilà. En même temps, je vous propose de peut-être pas en dire trop. Non, pas tout dire. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il sente que vous voulez prendre soin de lui. Et que vous avez besoin de renouer de la communication. C'est surtout ça. Et que vous avez vécu une expérience avec un médiateur et que vous avez envie de la vivre avec lui et qui peut appeler. Il peut m'appeler pour savoir comment ça va se passer. Voilà, il peut nous proposer de m'appeler. Voilà, mais pas tellement plus que ça. Pas le détail de rentrer dans ce qu'on a dit. Avant, Mais dire ce que ça nous a fait, quoi, parce que nous, ça nous a permis aussi de renouer. Et que c'est ça qu'on veut avec lui, notamment de toi à lui et de lui à toi. Et combien c'est pour prendre soin de lui. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on verra, et là c'est trop tôt, mais il y a Zina, s'appelle Zinat. Voilà. Eh bien, elle fait partie de la famille. Peut-être qu'elle aura besoin d'être concernée à un moment donné, d'avoir des échos sur ce qui se passe. Oui. Pour qu'elle soit au courant. Et oui. Pour que les relations soient transparentes, soient claires, soient chaleureuses, soient... Voilà. Elle serait très, très, très contente, hein, parce que je sais qu'elle est malheureuse avec ce manque de dialogue entre Jean-Baptiste et moi. Voilà. Donc, dans un deuxième temps. Ok.
Ben, merci beaucoup. Alors, Donc, on se prend rendez-vous pour combien de temps vous faut-il pour parler avec Jean-Baptiste? Quand est-ce que tu es disponible par rapport à ton travail? pour moi, c'est vraiment une priorité. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Moi, j'ai envie de dire dans les 2 semaines à venir. Parce que On peut c'est pas trop tôt tôt. dans les 2 semaines. Oui, Pour non, vous, c'est pas trop tôt. Moi, 2 semaines, ce serait impeccable. Et puis peut-être de profiter de cette énergie dans laquelle vous êtes là pour lui parler rapidement. Oui. Oui. Tu le fais ce soir. Ce soir. Mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble, donc... Ah. Hein J'ai un peu peur, mais bon, je vais essayer. Voilà. Et j'aime bien ce que vous avez dit, l'ambiance des bougies et tout ça. Je crois que ça va lui plaire. Je peux l'avertir, mais Ouais, voilà. qu'on lui j'aimerais dise, c'est un vraiment qu'on moment soit spécial, on ensemble. a envie de lui dire des choses. Ça, je pense, en le connaissant, il est très sensible à ça. Mm. À faire quelque chose du sacré ou, je sais pas, un événement spécial, quoi. Ça, je Spécial. crois qu'il va apprécier ça. Et puis ce qui pourrait être important aussi, c'est que vous êtes en train de dire j'ai un peu peur. Eh bien, à la fois vous avez envie de nouer le dialogue, à la fois vous avez envie d'aider votre fils, et puis en même temps vous avez un peu peur de comment ça va se passer. Ben dites-le. Dites-le. Tout simplement. Alors, c'est nouveau pour vous, mais c'est ça la proposition. Je vous ai dit que je voulais apprendre. Oui. Voilà. Et je crois que votre femme est prête pour vous soutenir là-dessus. Merci. Eh bien, je vous remercie Merci beaucoup. Donc, on passera dans l'autre pièce pour prendre un petit thé et se prendre la date du rendez-vous. Avec plaisir. Ça va pour vous? Ouais. Un bon thé d'Inde. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Ce qui me paraît important, c'est que j'ai utilisé la reformulation miroir au début des exposés. Ça, c'est une reformulation que nous utilisons, nous tous les médiateurs, on va dire. Mais assez rapidement, je suis passée sur une reformulation synthèse avec la recherche et la traduction des mots en sentiments et en besoins. Et notamment, je me suis attachée un certain nombre de fois à avoir de l'attention, de la vigilance sur des mots-clés. Et notamment, il y a eu des mots-clés comme dépendant, comme engagement, comme choix, comme etc. Et que je gardais en réserve et que je reprenais pour pouvoir ensuite montrer comment ces mots conduisaient aux sentiments et aux besoins du médian qui les exprimait. De nombreuses fois aussi, j'ai été amenée à non pas redire les paroles qui étaient dites avec des jugements ou des critiques ou des façons de vivre les choses. Par exemple, je peux donner l'exemple quand monsieur a dit c'est de la manipulation émotionnelle. Eh bien, je ne reprends pas ces mots-là, mais j'ai à de multiples reprises dit, quand vous dites ça, j'ai l'impression, monsieur, que vous êtes en train de dire que vous vous sentez dans une forme d'insécurité ou que vous avez besoin, voilà, de pouvoir approfondir, dire, voilà. Donc en fait, une des spécificités de la médiation CNV, avec le processus CNV, c'est vraiment d'avoir cette intention permanente de rechercher les besoins pour arriver à des endroits où on atteint les besoins les plus profonds. Également, il y a ce processus de demande de reformulation par l'autre médian, de ce qui a été dit, de ce qui a été entendu. Et on a pu remarquer dans cette médiation que je l'ai fait qu'à partir du moment où on était en lien avec déjà
des besoins profonds. Également, cette compétence de reformulation empathique CNV, elle demande beaucoup de souplesse de la part du médiateur, et vous avez pu remarquer qu'à un certain moment, le médian n'était pas dans la capacité de redire ce qui avait été dit, parce que lui-même avait encore d'autres choses à dire, avait besoin d'être entendu, et donc je l'ai suivi là où il était dans sa capacité à dire ou à ne pas dire. Voilà. Il n'empêche que je garde en mémoire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, que ça va être important pour l'autre médian d'être reflété sur cet endroit-là, et j'attends que ce soit le bon moment qui revienne, et souvent ça revient 5 minutes après, par exemple. Voilà, un autre moment qui a été pour moi extrêmement significatif, c'est quand le médian a dit « mais moi, je veux botter les fesses de mon fils, je veux qu'il s'en aille, je veux qu'il se coltine à la vie, etc. » Et là, j'ai demandé du silence. Et dans ce silence, j'ai utilisé la compétence d'auto-empathie du médiateur, c'est-à-dire de faire le point à l'intérieur de moi, de qu'est-ce qui se passait avec ce que j'entendais, comment je me sentais. Et en fait, je ne me sentais pas déstabilisée. J'avais juste besoin de mettre de la clarté sur comment j'allais faire le prochain pas. Donc j'avais besoin de ce temps de silence pour faire une synthèse à l'intérieur de moi, pour faire le prochain pas qui me paraissait le plus juste en fait. Donc ça m'a permis de me rendre compte que le médian était sur une croyance, que ce serait extrêmement violent de lui dire « Monsieur, vous avez une croyance », mais de faire de la clarté sur quel est son besoin derrière cette croyance, de prendre la mesure du fait que l'autre médian avait le même besoin, et que du coup, ils sont reliés par les mêmes besoins. Ils sont en accord sur le besoin de soutenir le fils, de l'accompagner pour qu'il s'épanouisse dans la vie. Et de pouvoir permettre de défaire la confusion entre besoins et moyens, et stratégies utilisées pour satisfaire les besoins. À partir de ce moment-là, quand j'avais tout à fait cette clarté et cette compétence, j'allais presque dire autorisation pour le médiateur CNV de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer aux médians cette confusion. Je n'allais pas discuter sur le fond des croyances, j'allais juste mettre en exergue des croyances différentes sur les moyens. Voilà. Et donc, dans cette auto-empathie, eh bien, je savais que là, on était en train de dénouer quelque chose qui pouvait permettre de clore la première session. Donc en fait, ce qui s'est passé après, qui était important, c'était de démarrer par le besoin commun et de montrer qu'à partir de ce besoin commun, ils avaient des stratégies différentes, qu'ils croyaient chacun étant les meilleurs pour aboutir à ce besoin commun. Et de les mettre en face de ça et de leur demander comment ils se sentaient. Donc là, ça demande aussi énormément de confiance dans la capacité des médians à éclairer leur regard, à prendre du recul, changer leur vision, etc. Voilà. Et on a pu voir qu'à partir de ce moment-là, il y a la prise de conscience d'un besoin commun, il y a de la joie d'être relié sur des besoins communs, il y a de l'espoir qui s'ouvre, il y a des portes qui s'ouvrent, et il y a comment on peut bouger nos stratégies pour, et faire qu'on se rejoigne en fait. Hein. Et puis également, peut-être une dernière chose que j'ai envie de noter, c'est cette capacité de proposition du médiateur à partir de son expression honnête de ce qu'il ressent. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était que je sentais que là, les parents étaient en train de prendre des postures par rapport à l'avenir de leur fils, et qu'il était important que le fils soit présent, c'était un adulte, pour qu'il puisse participer à qu'est-ce qui était bon pour lui, qu'on lui redonne son pouvoir aussi à ce fils. Voilà. Donc là, il y a une expression honnête du médiateur qui
qui va faire une proposition d'inclusion du fils. Et vous avez pu remarquer aussi que moi j'étais dans cette intuition à l'intérieur et que j'ai même pas eu tellement à le proposer par moi-même parce que c'est la madame, la médiante, qui a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble avec notre fils. Donc le ensemble a permis de rebondir. Voilà. Je me suis sentie très touchée, en fait, très en lien avec les personnes depuis le début, avec les deux médians. À aucun moment j'ai été déstabilisée. Et ce que j'aime beaucoup vivre dans les médiations et que j'ai vécu là, c'est qu'il y a des moments où l'émotion est tellement perceptible que moi, physiquement, j'ai les poils qui se soulèvent. Voilà. Et donc, voilà, je le ressens dans mon corps. J'ai tout mon corps qui frémisse. Et c'est absolument délicieux. Donc en fait, j'ai une forme de jouissance permanente au travers de tout ce que je ressens du vivant, des personnes qui est exprimé, de là où on va dans la profondeur, etc. Et finalement, c'est tellement goûteux que j'ai l'impression que c'est ça qui me guide vers les questions qui sont justes, ou vers les silences, ou vers... voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je suis très à l'aise avec les silences, très à l'aise avec les pauses, parce que je suis en train de goûter. Et c'est comme si, au travers de ces temps, cela passe au travers de moi. Ce qui se passe au travers des médiums passe au travers de moi. Donc ça ne veut pas dire que je suis en confusion émotionnelle, mais je suis en plein ressenti de ce qui est ressenti par l'autre. Donc c'est assez délicieux aussi. Voilà, c'est un vrai plaisir. En fait, c'est moi qui devrais leur demander... enfin, je devrais leur donner de l'argent pour le plaisir qu'ils me donnent, plutôt que l'inverse. Voilà. Donc il y a quelque chose au niveau de la rencontre des êtres qui se fait, très profonde. Et puis, peut-être aussi, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai une confiance absolue dans les médiums. Donc, à partir du moment où on est à un niveau de contact et de profondeur, moi, j'ai confiance dans l'être que j'ai en face de moi, qui, avec des bonnes questions, va trouver les bonnes réponses pour lui. Donc, c'est ressourçant d'accompagner de cette façon-là. Voilà. Donc, peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est que dans l'école des médiateurs, CNV, pourquoi nous faisons des cursus de 25 jours? Ben, c'est pour pouvoir approfondir cette qualité d'être qui fait qu'à la limite, à un moment donné, on n'aurait presque plus besoin de mettre des mots, quoi. Mais n'empêche que les mots, ils sont utiles quand même. Les questions, les mots, les traductions sont quand même très utiles. Voilà. Donc c'est avec les mots, mais c'est avec l'être, la qualité d'être. Et ça demande du temps. Donc ça demande du temps dans la durée et du temps dans l'intégration. Peut-être que ce que vous avez pu voir aussi, c'est que j'ai une posture très ancrée, très droite. Là, par exemple, je me suis détendue, je parle plutôt comme ça. Mais quand je suis en médiation, vous avez pu voir que je suis très droite. Pour moi, c'est important de garder une fluidité dans la circulation de l'énergie, et de garder un ancrage. Donc, il y a une posture d'ancrage. Je suis bien posée sur mon socle. Ça, c'est une chose qui est, je pense, très importante. La deuxième chose, c'est cette conscience de respirer, d'être dans cette conscience-là de la respiration. Je crois que la troisième peut-être chose qui m'aide beaucoup, c'est que nous avons beaucoup l'habitude avec le processus CNV de travailler avec les émotions, parce que pour nous, ce sont des repères pour nous guider vers les besoins. Donc, il y a un accueil complet des émotions, mais en fait, c'est pas pour rester dedans les émotions, ne pas savoir quoi en faire. On sait qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, il n'y a pas de panique à ce niveau. Voilà. Donc, la seule chose qui pourrait me toucher, c'est si dans l'histoire du médian, ça se relie avec une histoire vécue par moi, de ma vie, et que j'aurais pas encore soignée. Voilà. Et à ce moment-là,
soit je suis en capacité de la mettre de côté et je vais me faire de l'auto-empathie jusqu'à quelque chose qui se pacifie, soit je vois que ça ne peut pas se pacifier, et à ce moment-là, je vais avoir une expression honnête en disant que j'ai besoin de faire une pause parce que je me sens assez touchée et concernée par ce qui est vécu et que là, je ne vais pas pouvoir continuer à apporter mon soutien. Donc je vais stopper et je vais faire le point avec mon thérapeute pour aller voir ce qui se passe, mon superviseur. Voilà. Donc ça demande aussi, nous demandons aux médiateurs qui travaillent avec nous de faire tout un travail personnel pour guérir de plus en plus leur souffrance de vie passée. Moi, je verrais bien, alors une séance avec Jean-Baptiste, voir s'il y a besoin d'une deuxième avec Jean-Baptiste. En tout cas, avec le couple, j'imagine qu'en maximum 4-5 séances, avec de la pédagogie, de la communication. Comment j'apprends à communiquer, comment j'apprends à dire. Et là, on a vu quelque chose qui était très beau, c'est-à-dire que monsieur disait, je n'ai pas cette habitude, je n'ai pas été éduqué à dire ce que je pensais, et même au contraire, c'était ma force de ne pas dire, pour pouvoir continuer. Voilà. Et là, il a vu le sens que ça avait. Donc, il a fallu 1 heure pour qu'il ait envie d'apprendre et de commencer à dire les mots. Voilà. Alors, moi, j'imagine que il faut pas énormément de temps. Alors après, ce sera leur travail personnel de continuer. Mais en tout cas, avec moi, je me dis maximum 4-5 séances, en ciblant des sujets très précis et en faisant de la pédagogie, de la relation et de la communication. Alors, non seulement j'ai confiance, mais je crois que ce qu'ils cherchent les uns et les autres, c'est que Jean-Baptiste, il soit absolument autonome, mature, responsable et qu'il vive la vie qu'il a envie de vivre. Et pour moi, c'est la voix. On va lui donner la parole, on va lui donner la voix et il va trouver sa responsabilité là-dedans. Donc pour moi, ça me paraît évident. J'ai aucun doute. Déjà, au niveau de l'évaluation du temps, mon expérience me montre que c'est vraiment nécessaire d'avoir souvent entre 1h30 et 2 heures pour chaque rencontre. Ensuite, par rapport au coût, alors on parle d'un couple là parce que les coûts vont être différents si c'est une entreprise, des associés, et à l'intérieur de ça, on va tenir compte justement des capacités financières des personnes. Les coûts vont aussi être différents suivant que le médiateur habite dans des grandes villes ou comme moi à la campagne, parce que l'impact financier n'est pas le même, et pour ma gestion de budget et pour les personnes aussi. Hein. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire maintenant, qui est de donner une fourchette. C'est-à-dire de dire, eh bien, pour une session de 2 heures, ce sera entre tel prix et tel prix. La fourchette basse et la fourchette haute. Et de demander aux médians qu'est-ce qui est bon pour eux au niveau de cette fourchette, et de dire, on reverra à la fin de la médiation où vous en êtes par rapport au prix qu'on a établi. Voilà. Alors, voilà. Alors, il est possible d'avancer des chiffres. Alors, je dirais que pour une session de 2 heures, par exemple, eh bien, la fourchette, elle pourrait être entre 100, 150 euros et 250 euros pour 2 heures. Voilà. Et à l'intérieur de ça, dans ma région à moi, et moi, je suis en province. Voilà. Donc, pour Paris, ça, il faudrait voir avec les médiateurs, mais c'est pas forcément énormément plus que ça. Il faudrait voir. Hein. Et puis, on peut tabler sur 5 sessions. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être que le budget se retrouve à être autour de 1000 ou 1500 euros.